Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel Actualitis. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Pascal Bernachon, directeur général de la société de gestion Cabel Richelieu et directeur de la gestion dans cette même société. Bonjour Pascal. Bonjour. Bienvenue et merci de ta présence. Avec plaisir. On va faire un petit peu le point sur l'évolution des marchés financiers. Je vais donner 2-3 petits rappels avant de te donner la parole. Mais en fait, nos auditeurs ont besoin de comprendre surtout ce qui s'est passé ces derniers temps. Okay, pourquoi les évolutions qu'on a eues ces derniers temps. Alors, quelles ont été ces évolutions? Alors, en 2016, on sait que le CAC 40 a fait plus 4,86%. En 2017, plus 9,26%. Et il a fini la fin de l'année 2017 à 5312 points. En 2018, le 22 janvier, il était à 5540 points. 5543 plus exactement. 18 jours après, le 9 février, si je ne m'abuse, on était à 5079 points. Et du 9 février au 23 mars, il a fait le yo-yo pour finir le 23 mars toujours à 5079 points approximativement aussi. Depuis le 23 mars jusqu'à ce jour, jusqu'au 15 mai, on a pris à peu près 10% puisqu'il est revenu à 5542 points. Donc on voit en effet qu'on a de grosses évolutions depuis le début d'année. Comment expliquer ça à nos auditeurs, compte tenu que pour eux, il faut quand même dire ce qui se dit dans les médias, c'est que la macroéconomie est bonne, donc ils ne comprennent pas pourquoi on a encore de tels yo-yo. Alors, effectivement, il y a plusieurs facteurs en fait qui ont interféré. Déjà, la durabilité du cycle américain. À partir du moment où on avait un cycle de croissance ininterrompu pendant 8 ans, la théorie historique dit que effectivement, normalement, on arrive après dans un ralentissement un peu plus marqué. Ce qui n'est pas le cas, puisque nous sommes dans un cycle économique qu'on appelle disruptif, c'est-à-dire de tendance de croissance peut-être plus molle que par le passé, mais durable. Et puis, bien évidemment, la réforme fiscale de M. Trump a dopé l'économie américaine. Ça, c'est le premier facteur. Deuxième facteur, c'est ce que j'appelle les Trumperies, c'est-à-dire toutes les tweets du président Trump qui, en fait, suit ses promesses électorales, d'autant plus qu'on est à quelques mois des élections de mi-terme, de mi-mandat, et qu'il s'adresse donc à son électorat pour sauver la majorité à la Chambre aux États-Unis. Donc, inévitablement, à travers tous les tweets qu'il a provoqués, entre autres sur les négociations commerciales, eh bien, ça fait un petit peu peur au marché. Troisième facteur, c'est les incertitudes que nous avons sur l'évolution de l'inflation, c'est-à-dire la rapidité de la politique monétaire américaine. Et là, il a fallu aussi, peaufiner le discours et écouter la Fed avec un peu plus de précision. Et puis enfin, peut-être le plus important, c'est que les indicateurs économiques qui avaient montré une forte accélération dans le dernier trimestre de 2017 se tassaient dans les 2 premiers mois de l'année et donc provoquaient pour certains investisseurs des doutes sur la continuité de ce cycle. Aujourd'hui, il n'y a pas d'incertitude, le cycle continue, la phase d'accélération est derrière nous. Le cycle économique mondial est relativement stable et en bonne progression puisqu'on sera près de 3,8% de croissance mondiale. Donc l'environnement est porteur. Maintenant, il n'est pas illogique, je dirais, que tous les facteurs que j'ai précités créent des incertitudes et comme vous le savez, les investisseurs, ce qu'ils ont besoin, c'est de la lisibilité, de la visibilité. Et la lisibilité sur le président Trump, c'est bien évidemment ce qu'il y avait de plus difficile. D'accord. Ce qui veut dire que donc en fait pour toi il y a une logique un petit peu dans tout ce qui s'est passé, et principalement quand même avec on aurait pu ne pas penser quand même que des seuls tweets pourraient avoir ces effets-là sur le marché, accompagnés de tout le reste de l'environnement. Mais donc selon toi, aujourd'hui, une volatilité qui s'est accrue ces derniers temps. Et pour demain, est-ce que tu as une prévision à faire sans que ce soit une certitude, bien évidemment? Alors, à court terme, je suis optimiste. Optimiste pourquoi? D'abord parce qu'on a eu une très bonne, et la hausse s'est faite sur les publications de résultats, qui se sont avérées très bonnes. Alors, excellentes aux États-Unis, puisque la réforme fiscale a dopé les résultats des entreprises américaines, et somme toute assez honorable dans la zone euro, où l'effet devise, c'est-à-dire la parité de l'euro contre dollar, n'a pas été totalement handicapante, tout du moins pas pour la totalité des sociétés. Et les chefs d'entreprise que nous rencontrons ont quand même, je dirais, un certain optimisme. On est dans un environnement qui reste encore de taux bas. Donc un optimiste à court terme. La seule inquiétude que nous pouvons avoir, c'est bien évidemment l'évolution des tensions qui peuvent exister au Moyen-Orient, où volontairement et tout logiquement, un certain nombre de pays, États-Unis, mais aussi certains pays du Golfe, veulent limiter l'ingérence de l'Iran dans cette partie du monde. Est-ce que ça débouchera sur un conflit ?
A priori, nous ne le pensons pas, les Iraniens ne le veulent pas non plus, mais il est évident que ce seront des tensions qui auront des répercussions, entre autres, on le voit sur le prix du baril, et donc, inévitablement, instantanément sur l'évolution des prix, donc de l'inflation. Pour autant, je ne vois pas d'inflation galopante parce qu'on le constate aux États-Unis, même si certains salaires augmentent, la masse salariale en général est plutôt, je dirais, calme et ne provoque pas de grosses tensions inflationnistes, ce que j'appelle les bonnes pressions inflationnistes, qui sont les pressions par le salaire. D'accord. Pas de vision de crack à court terme? Non, parce qu'on rentre dans la période où les entreprises américaines vont relancer leur programme de rachat d'actions. La réforme fiscale a permis aux entreprises de rapatrier des capitaux, ce qui veut dire qu'il va y avoir grosso modo 200 milliards de dollars qui vont s'ajouter au programme habituel de 500 milliards de dollars de programme de rachat d'actions. Mathématiquement, ça fait quoi? Ça fait que le nombre d'actions offertes au marché diminue, et même si la demande n'augmente pas, fatalement, il y a une raréfaction de papier. Inévitablement, ça reste un facteur de support, surtout qu'il y a quand même une certaine prudence de la part des investisseurs. Donc, il n'y a pas de justification à avoir pour le moment à un crack. Il y a eu des peurs très rapidement sur la technologie américaine, en disant il y a une bulle sur les valeurs de technologie, ce qu'on appelle les GAFA. Or, quand on regarde les publications, sauf, je dirais, Snapchat ou d'autres sociétés comme ça, mais si on regarde que ça soit Microsoft, que ça soit Apple, que ça soit Amazon, eh bien, on est sur des valorisations qui ne sont pas du tout excentriques et bien loin des surévaluations qu'on avait connues pendant la bulle technologique. Ok Pascal, donc merci beaucoup pour ces éclaircissements qui j'espère auront permis à nos auditeurs de mieux comprendre ce qui s'est passé ces derniers temps sur les marchés. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne continuité et je vous dis au prochain Actualitis.